Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Rached Ghannouchi, le chef du mouvement Ennahda en Tunisie. Bonjour sur France 24. Bonjour. Il a été prouvé que lorsque les membres du gouvernement et d'Ennahda gardent le silence, la situation s'améliore. Qui porte la responsabilité de la tension politique en Tunisie? Qui porte cette responsabilité? Eh bien, je crois que la responsabilité est partagée. Tous ceux qui recourent à l'escalade de leur position, tous ceux-là sont responsables. Donc, vous appelez le gouvernement à garder le silence pour éviter les déclarations susceptibles de provoquer la tension. Je n'appelle pas tout le monde au silence, bien sûr, car nous sommes une créature parlante. L'homme est un animal parlant. Nous avons besoin de cette parole. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel discours adopter. Est-ce qu'on adopte un discours de dialogue, un discours de communication qui se fonde sur la coopération pour le bien de notre pays et pour faire avancer le processus démocratique historique dans notre pays. Et donc ce qui est important, ce n'est pas de se taire, mais de bien choisir son discours. Un discours fondé sur le dialogue et la communication, et non pas un dialogue fondé sur les insultes. Vous êtes le leader du parti majoritaire en Tunisie. Lorsque vous entendez le président de la République parler des extrémistes laïcs, êtes-vous au courant de l'existence de ces extrémistes laïcs? Bien sûr, il y a des laïcs extrémistes, comme il y a des islamistes extrémistes, il y a différents courants extrémistes. Et quant à nous, nous appelons à la modération. Et le régime qui s'est établi en Tunisie se fonde sur une coalition entre laïcs modérés et islamistes modérés. Il y a des extrémistes dans les deux bords. Le président de la République a parlé de la peine capitale. Je n'ai pas entendu ces paroles, à la vérité. Tout ce que je sais, c'est que l'extrémisme a des conséquences néfastes, inexorablement. C'est une mise en garde contre l'extrémisme dans tous les courants, l'extrémisme laïque comme l'extrémisme islamique. Selon vous, pourquoi le nom d'Ennahda est toujours lié aux actes de violence, aux restrictions des libertés privées et publiques? Je ne sais pas qui dit ça. Certains Tunisiens le disent. Tout le monde sait qu'Ennahda est un modèle d'islamisme modéré. Nous avons jeté les bases de l'idée d'un consensus entre islam et laïcité, entre islam et démocratie, entre islam et modernisme. Nous avons jeté les bases de l'égalité entre les textes et nous veillons concrètement à ce consensus en Tunisie. Nous veillons jusqu'à aujourd'hui à ce que le consensus règne en Tunisie et que la Tunisie ne se caractérise pas par la négation de l'autre, car c'est la stratégie d'Ennahda, c'est l'esprit de l'islam. À votre avis, les droits des femmes n'ont pas reculé, par exemple, pour que la Tunisie n'a pas ratifié la convention de CEDAW de 1979 pour la lutte contre toute forme de discrimination? Il ne faut pas prendre un détail et dire qu'il s'agit d'une position globale. À vrai dire, il s'agit d'une réserve sur une convention internationale. Ce n'est pas un refus de cette convention. C'est simplement une réserve. Bourguiba a émis des réserves sur cette convention, Ben Ali aussi, et le gouvernement, la position du gouvernement à l'égard de cette convention n'est pas une position particulière de la Tunisie, car tous les pays peuvent accepter des conventions internationales ou émettre des réserves sur certaines parties de cette convention. En ce qui concerne les viols en Tunisie, êtes-vous choqué par ces viols? Bien sûr. Vous avez même parlé de la peine capitale.
La loi tunisienne est très stricte, très sévère pour ce genre d'actes et ces actes méritent d'adopter des sanctions très lourdes car les femmes et les filles qui sont victimes de viols sont presque mises à mort et il faut donc traiter ces cas avec les peines les plus lourdes et il faut, selon moi, aller jusqu'à la peine capitale. Et je vous ferai noter que certaines associations qui étaient contre la peine de mort soutiennent à présent cette position. Pour moi, la peine capitale est une loi naturelle, c'est une peine naturelle. Celui qui menace la vie de quelqu'un d'autre doit savoir sa vie menacée. Certains ont payé leur vie. C'est comme Chokri Belid qui a été assassiné politiquement. Lorsque vous entendez toutes ces accusations qui pointent du doigt le mouvement Ennahda, quelle est votre réaction? Ce crime est condamnable à tout point de vue et nous n'avons pas hésité à le condamner. Et nous considérons que ce type d'acte est un message pour tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques doivent se sentir menacés par ces assassinats. C'est une menace pour tous les hommes politiques. Vous-même, vous avez été reçu à Kessrine par le slogan « Dégage ». Vous pensez-vous qu'il y avait un lien entre l'assassinat de Chokri Belid? Je ne crois pas. Selon moi, il s'agissait d'un petit groupe de mercenaires stipendiés par des fondamentalistes et rien de plus. Donc la société est divisée entre modernistes et non modernistes? Pas à ce point-là. Je crois que la Tunisie est une société modérée, mais c'est une société conservatrice qui tient à son identité arabe et musulmane. Mais les Tunisiens n'acceptent pas d'être traités d'apostats. Mais la société tunisienne est ouverte sur le monde, par sa nature et par son histoire. Et donc les Tunisiens sont insistent beaucoup sur leur identité arabe et musulmane. Sur un autre sujet, qui porte la responsabilité du départ des djihadistes tunisiens en Syrie? Le mouvement Ennahda a-t-il une stratégie en la matière? La responsabilité du départ de ces personnes n'est pas engagée, car ces personnes se trouvent au Liban, en Somalie, en Syrie également. Celui qui est responsable de cette situation, c'est ceux qui laissent un vide. La Tunisie, de tout temps, avait une identité religieuse, modérée, avec l'esprit de Zaytouna, mais avec les régimes récents, eh bien, un vide s'est créé et des courants ont modifié cet esprit originel de la Tunisie et plusieurs courants ont ainsi influencé négativement la Tunisie. Pourquoi vous refusez de mettre une date pour les élections par une loi? Oui, pourquoi vous refusez de mettre une date pour les élections? Au contraire, nous insistons sur cela. Nous avons signé un accord pour définir un calendrier, à savoir que des élections seront organisées en octobre auxquelles participeront différents regroupements politiques. Ce calendrier prévoit aussi l'adoption de lois, la constitution d'un comité électoral. En ce qui concerne l'instance électorale, on a essayé de parler de cette instance à huis clos. Pourquoi il y a eu certains doutes en disant que peut-être le Ennahda cherchait à contrôler l'instance? Aucun parti en Tunisie ne peut dominer le processus électoral. Le régime tunisien à l'heure actuelle est un régime démocratique et personne ne peut imposer sa volonté. C'est le consensus qui règne en Tunisie. La constitution sera adoptée par consensus et les différentes instances électorales ne seront constituées que par consensus car nous sommes dans une période de transition et la majorité ne suffit pas. Il faut donc adopter l'unanimité et le consensus. Vous parlez de consensus. Y a-t-il une contradiction entre le consensus et la loi de sauvegarde de la Révolution? Non.
pas d'exclusion en la matière? Si les Tunisiens se mettent d'accord pour sauvegarder leur révolution avec une loi, eh bien, c'est leur droit. Nous sommes en France, à Paris, la capitale de la France. Nous savons que ce pays a sauvegardé sa révolution en interdisant des partis contre-révolutionnaires. Il n'y a pas de parti royaliste en France. Et après 2 ans, la France veille encore à sauvegarder sa révolution. Les Tunisiens n'ont commis aucun crime, aucun acte exceptionnel dans leur révolution. Mais une révolution, pour continuer, doit se sauvegarder. Donc, vous, au sein des Nahda, vous mettez l'accent sur la loi de sauvegarde de la révolution et l'indemnisation des victimes de l'oppression. Nous insistons sur la justice de transition. La justice doit suivre son cours pour traiter tous les cas de vol de fonds, tous ceux qui ont torturé, qui ont triché dans les élections. Tout cela doivent être jugés. Et jusqu'à présent, cette justice a connu quelques retards. Et c'est la raison pour laquelle la révolution a été sauvegardée. Grâce à cette justice de transition, il y a 5 blocs dans le Parlement qui ont proposé cette loi, même si ce projet n'a pas encore été promulgué en loi. Le parti de l'initiative a donné sa voix pour la formation du gouvernement. Et quand on parle de l'exclusion, on dit que ce parti est concerné. Nous avons remercié les personnes qui appartiennent à ce parti. Nous les avons remerciés, ces personnes de cette initiative. Nous avons remercié le Parti de la dignité et de la liberté. Et nous avons remercié tous ceux qui ont présenté une initiative. Nous avons fait beaucoup de concessions. Quel est le problème entre Rachid Ghannouchi et Kaïd Sabsi? Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je ne me plains pas de lui et il ne se plaint pas de moi. Il n'y a pas véritablement d'antagonisme. En réalité, il y a un sentiment en Tunisie selon lequel il y a une crainte de ce que le parti de l'ancien régime revienne. Et si, bien sûr, nous prouvons que ces personnes qui appartenaient à l'ancien régime sont innocentes, eh bien, très bien. Mais si des preuves étaient apportées que des personnes étaient engagées dans tous ces processus de vol d'argent, par exemple, eh bien, ils seront jugés. Êtes-vous prêt à avoir une alliance avec le parti Nida Tunis à l'avenir? Jusqu'à présent, ce parti n'a pas de programme véritablement. Nous ne connaissons pas sa véritable identité. Nous attendons à ce que sa véritable nature se clarifie pour pouvoir avoir une position. En ce qui concerne la limitation d'âge pour les candidats, êtes-vous pour une limitation d'âge, 70 ans, plus ou moins? C'est une question qui n'a pas encore été posée. Bien sûr, nous ne voulons pas avoir un Premier ministre qui a 110 ans. Vous êtes pour cela en tant que chef des Nahda? Mais vous n'êtes pas candidat vous-même. Je ne suis plus tout jeune, même si on m'accuse parfois d'être un peu trop en faveur de la jeunesse. Mais en tout cas, il faudra veiller à ce que toute personne sénile ou toute personne touchée par Alzheimer arrive au pouvoir. C'est normal. Le pays doit être gouverné par une personnalité, par des personnalités qui sont en bonne santé, qui sont honnêtes et qui sont compétentes. Et au bout d'un certain âge, bien sûr, ces compétences ne sont plus garanties. Quelle est votre réaction à l'égard de plusieurs rapports qui accusent Ennahda d'être derrière les violences qui ont eu lieu devant l'UGTT et à Celiana? Ennahda n'est pas au-dessus des lois. Toute personne accusée doit être traitée selon les preuves et il ne faut pas
adresser des accusations non fondées. On dit qu'Ennahda est responsable d'actes de violence. Il y a un système judiciaire en Tunisie. Toutes les personnes qui se sentent victimes de ces actes doivent présenter des plaintes devant la justice. Est-ce que le parti Ennahda laissera le chef du gouvernement Ali Larayed les mains libres? Monsieur Larayed est le chef du gouvernement, il a des prérogatives et personne ne peut contester ses fonctions et ses prérogatives. Ennahda ne va pas intervenir? Ennahda est un parti de gouvernement en coalition avec d'autres partis. Nous jouons notre rôle, nous avons un programme, mais le gouvernement tunisien n'est pas le gouvernement d'Ennahda, c'est un gouvernement de coalition et donc ces décisions expriment cet esprit de coalition et également l'intérêt national. Ces décisions ne sont pas seulement sur la Troïka ou sur Ennahda. Je voulais vous poser une question, vous en tant qu'homme religieux. Je ne suis pas un homme de religion. Et bien sûr, vous êtes un homme de religion. On pourrait plutôt dire technocrate de la religion. Lorsque vous entendez ce que dit le cheikh Youssef Qaradawi, qui incite à la révolution en Algérie, qui est un pays voisin à vous, quelle est votre réaction? En vérité, je n'ai pas entendu ces paroles de la part d'El Qaradawi. Il a lancé un appel au regard de ce qui s'est passé dans le sud de l'Algérie, de manifestations. En vérité, Monsieur El Qaradawi est un homme que nous estimons beaucoup. C'est le président des oulémas de l'islam, mais parfois, bien sûr, il fait des erreurs. C'est quelque chose d'humain. La page de brûlage des drapeaux français devant l'ambassade de France a été tournée? Nous ne faisons pas cela avec un pays ami. La France est un pays ami. Si nous avons des reproches à faire, eh bien ces reproches sont adressés au travers des canaux diplomatiques. Nous avons protesté contre les déclarations du ministre de l'Intérieur français, mais notre méthode n'est pas de brûler des drapeaux, surtout les drapeaux d'un pays ami, un pays qui est partenaire, avec lequel nous avons un partenariat depuis très longtemps. Rachid Ghannouchi, merci beaucoup. Merci. Merci.